Très bien, donc on a la chance de faire une pratique guidée par notre ami Frère Promesse, ici avec nous, qui va nous guider sur une pratique de la pleine conscience de la respiration, amenée voilà, directement ici avec lui. Et puis après cette pratique, on va avoir un échange, et aussi un échange autour de la méditation. Bonjour à tous et à toutes. On va pratiquer la pleine conscience de la respiration. Donc c'est vraiment un exercice de conscience et pas vraiment de respiration. Donc c'est différent de toutes les pratiques de pranayama, contrôle respiratoire. C'est vraiment apprendre à se focaliser sur la respiration sans la contrôler. Donc c'est un exercice d'attention. On va rentrer dans le moment présent. On va rentrer dans le flow de l'inspire, de l'expire, et on va utiliser la respiration comme une encre pour notre esprit, pour qu'il soit disponible, ouvert dans le moment présent. Pour la posture, comme vous voyez, on n'a pas besoin d'être en lotus complet sur une fleur de lotus, on peut être sur le canapé, chez nous, ou sur une chaise, ou sur un coussin si on a l'habitude. Le plus important, c'est qu'on ait le dos assez droit et le corps détendu. Donc si on est sur un canapé comme nous, on peut mettre un coussin derrière le bas du dos, ça nous aide à tenir notre dos droit. Le menton est très légèrement rentré pour étirer la colonne, mais sans forcer. Et évidemment la bouche fermée. Un très léger sourire si on peut se l'offrir, si c'est à l'aise pour nous. Et on peut regarder droit devant ou bien à quelques mètres devant. Si on sent qu'on est un peu fatigué, on a peur de s'endormir, il vaut mieux garder les yeux ouverts. Si on a au contraire tendance à être agité, peut-être les yeux fermés, ou autrement les yeux mi-clos, c'est comme on veut. Pour les mains, c'est pas très important, sur les genoux, sur les cuisses, les mains jointes, gauche sur droite, droite sur gauche, peu importe, tant qu'on est à l'aise, encore une fois. Pour la posture, tout ce qui compte, c'est dos assez droit et on se sent à l'aise. Quand on vient de s'asseoir sur notre coussin, quand on vient de s'asseoir pour méditer, ça peut être une bonne idée de passer la première minute ou les 2 premières minutes à vraiment ne rien faire du tout. Ça veut dire, même si l'esprit veut être distrait, faire n'importe quoi, le corps est encore en train de s'habituer, c'est pas grave. C'est bien parce que ça nous empêche de rentrer tout de suite dans le contrôle. Il y a des gens qui méditent pendant longtemps et quand ils s'assiedent, ils sont tout de suite en train de se focaliser sur la respiration par exemple, mais dans cette concentration, il y a une contraction de l'esprit et il y a un contrôle de la respiration qui n'est pas ce qu'on cherche. Alors une façon de casser ça, casser cette habitude, c'est commencer et s'autoriser à rien faire pendant 1 minute ou 2. Et ensuite, très doucement, on va porter notre attention sur les sensations de la respiration en faisant bien attention de ne pas la contrôler. Donc sur l'inspiration, on peut sentir l'air frais qui touche nos narines, la poitrine, le ventre qui se gonfle, et sur l'expire naturel, le ventre qui se dégonfle, les poumons, l'air chaud qui sort des narines naturellement. Donc si notre esprit est distrait, se perd dans les pensées, on va tout doucement, sans se juger, ça fait partie du jeu,
ramener l'attention aux sensations de la respiration naturelle. Et si notre attention se contracte et on commence à contrôler la respiration, alors on va ouvrir un peu l'attention et accepter la respiration telle qu'elle est. Toujours avec un léger sourire. Donc on est présent à la respiration. Il y a un contact direct entre l'esprit et les sensations de la respiration. Et on est également patient avec la respiration, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à la contrôler et on reste avec elle. Respiration après respiration après respiration. Donc l'objet de notre attention, c'est l'inspiration et l'expiration naturelle. On essaie de maintenir cette attention le plus longtemps possible, pendant le plus de respiration continue possible. Et on peut aussi prêter attention à la qualité de l'attention. Pas juste l'objet de l'attention qui est la respiration, mais la qualité de notre attention dans le moment présent. Est-ce que notre attention, elle est contractée ou ouverte ? Est-ce qu'elle est lourde ou légère? Est-ce qu'elle est rigide ou est-ce qu'elle est dans le flow, dans l'acceptation, la non-résistance? Et on autorise notre attention à être ouverte, légère, dans le flow, l'acceptation, la non-résistance. Tout en suivant les sensations de l'inspire naturel, de l'expire naturel. Toujours avec ce très léger sourire sur nos lèvres. Et on va voir que
sans chercher à contrôler la respiration, juste en étant avec, dans cette qualité de présence et d'acceptation, la qualité de la respiration va s'améliorer d'elle-même, naturellement. Naturellement, elle devient un peu plus légère, un peu plus lente, un peu plus profonde. Et maintenant, en maintenant l'attention ancrée sur la respiration, on peut aussi prendre conscience de toutes les autres sensations dans notre corps. Les pieds, les jambes, le tronc, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la nuque, la tête, tout le corps. Et on autorise tout le corps à être nourri par chaque inspire et à se détendre sur chaque expiration. Il y a une connexion entre le cerveau, la respiration et le corps. Et si on remarque des zones de notre corps où on garde des tensions inutiles, on peut s'autoriser à se détendre, peut-être des tensions sur notre visage, dans les épaules, le ventre ou les jambes. Où que ce soit, si on voit des zones de tension inutiles, on peut se donner la permission de se détendre, de laisser la respiration venir nourrir et détendre ces zones-là. C'est comme la marée sur la plage qui vient et qui part. On inspire, le corps est nourri. On expire, les tensions se dissoudent. Il y a une attention à la respiration naturelle. Il y a une attention
une connexion au corps tout entier. Toutes les sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Et on peut également ouvrir notre conscience à tous les sons. Et si on a les yeux ouverts, à toutes les formes et les couleurs. Et on laisse tout circuler librement. Conscience ouverte. Légère. Lumineuse. On ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit. On est juste dans la présence, dans le flow. Le flot de la respiration naturelle. Le flot des sensations corporelles. Le flot des sons. Le flot de la réalité. Maintenant, en gardant notre attention sur la respiration, sur les sensations, on peut ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et voir si on peut maintenir cette qualité de présence avec les yeux ouverts, même en regardant autour de nous doucement. On est connecté à la respiration, on est connecté au corps, on est connecté à la pièce. Il y a toujours une partie de nous qui dit le moment présent, il n'est pas assez bien. Et si seulement j'avais ci, si seulement j'avais ça. Et comme cette énergie, cette petite voix, elle prétend parler pour notre bonheur, on la remet rarement en question. Mais si on apprend à s'en défaire un tout petit peu, et à voir que tout ça, c'est que des idées, que dans le moment présent, il devrait y avoir moins de ci ou plus de ça, ben on gagne en espace intérieur, on gagne en liberté, et on gagne en bonheur dans le moment présent. Donc ça, c'est la méditation. La méditation, Léo, il demandait comment on définit la méditation.
évidemment, il y a plusieurs façons correctes de le faire, mais une façon dont on peut la décrire, c'est un entraînement à l'attention pour aller vers un mieux-être. Donc il y a plein de types de méditation, mais en gros c'est un entraînement à l'attention pour tendre vers un mieux-être. Voilà. Et ce que le Bouddha et d'autres maîtres, y compris des chercheurs en psychologie occidentale, ont découvert, c'est qu'on est beaucoup plus heureux quand on est dans le moment présent avec suffisamment d'acceptation. Quand on est dans le flot du moment présent avec suffisamment d'acceptation. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit entraîner puisque quand notre cerveau est laissé dans son réseau du mode par défaut, il est beaucoup dans le futur, dans le passé, dans les jugements, dans les attentes. Et du coup, on a tous cette anxiété, cette insatisfaction qui est devenue un peu notre façon habituelle de faire l'expérience de la vie, mais on peut vraiment s'entraîner à diminuer l'activité de ce mode par défaut et activer ce qu'ils appellent le réseau de tâches positives avec cette attention au moment présent en passant par la respiration. La respiration, c'était l'objet préféré du Bouddha, c'était avec ça qu'il s'est éveillé. Et c'est pas la seule méditation, c'est pas forcément l'objet d'attention qui marche le mieux pour tout le monde tout le temps, mais c'est probablement l'objet d'attention qui marche le mieux pour la plupart des gens la plupart du temps. Du coup, ça vaut le coup de s'y intéresser, peut-être commencer son voyage dans la méditation avec la respiration comme encre. J'aimerais savoir, déjà, est-ce que c'est facile pour nous de suivre la respiration telle qu'elle est sans trop la contrôler? Moi, j'ai tendance à la contrôler au début, pardon, ouais. C'est pas ça. À vouloir la ralentir, bien évidemment. Et puis après, dès que j'ai eu un lâcher-prise, on dit laisse faire, aie confiance en toi et en la respiration. Laisse le flow aller tout seul. Ça s'est régulé tranquillement. D'accord. Donc au début, tu as remarqué que tu avais tendance à contrôler pour la ralentir, et ensuite tu t'es coaché, tu fait confiance. Je me suis concentré vraiment sur l'endroit où on respire, où on inspire avec l'air frais. Je suis vraiment hyper concentré dessus pour lâcher prise, pour ne plus contrôler le ralentissement de ma respiration. D'accord. Et après, tu dirais que c'était naturel à combien de pourcents à peu près? Après, j'ai ressenti une plénitude de la respiration. Ok. Tu été pleinement naturel. Ouais. Super. Ouais. Peut-être. Sébastien, tu voulais faire un feedback? Sur ta question, c'était dès que je me concentre sur ma respiration, je sens que ça a un impact de modification. Je sais que dès que je conscientise, alors ça modifie ma respiration. Je le sens vraiment. J'arrive pas à simplement observer sans que ça ait un impact sur la respiration. J'y arrive pas encore. Ok. Après, c'est un continuum, c'est-à-dire c'est pas noir ou blanc. On n'est pas soit pleinement en train de contrôler ou soit pleinement dans l'acceptance, mais l'important c'est de savoir qu'on cherche à tendre vers ça. Donc il y a plusieurs petits trucs, mais c'est normal que ce soit difficile au début, parce qu'en fait justement le cerveau, l'esprit, il connaît que ça. C'est soit totalement dans la distraction, passé et futur, soit quand il est dans le présent, il va chercher à contrôler. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Parce que le système nerveux, il est câblé pour le mouvement.
contrôle, rejeter, saisir, mais l'attitude psychologique, elle ne bénéficie aucunement de cette compulsion à contrôler. Ça nous aide pas. Si on veut tendre vers le mieux, on peut faire un mouvement physique, mais dans notre tête, vouloir toujours se débarrasser de certaines choses qui existent déjà, donc qui sont une réalité, et obtenir d'autres qui sont pas encore là, juste dans notre attitude mentale, ça sert à rien. Donc c'est un peu la maladie mentale de monsieur et madame tout le monde. Et une autre tendance qu'il a à l'esprit, qui va avec le passé futur, parce que le passé futur c'est des pensées en fait. C'est pas une réalité. C'est de s'engouffrer dans la pensée. Ils appellent ça la fusion cognitive en psychologie. Du coup, ça fait qu'on sait pas vraiment, on n'a pas vraiment conscience de ce que c'est que la conscience, puisque la conscience elle est toujours collée à la pensée. Ça fait sens? Ouais. Et du coup, faut y aller un peu à l'instinct et voir, attends, mais c'est quoi la conscience directe en fait? Et ça demande un peu essai-erreur, c'est un peu bizarre. Aussi, enseigner la méditation, il y a un truc qui est un peu plus difficile que beaucoup d'art, c'est que par exemple, si je peux pas vous dire exactement ce qui se passe je peux pas vous montrer exactement ce qui se passe dans ma tête. Si Léo est guide d'une technique de pranayama, où il peut faire le mouvement, peut-être que vous entendez sa respiration, vous connaissez le rythme, etc. Si un boulanger il fait un bon pain, vous pouvez le goûter. Si vous achetez une poterie, vous voyez exactement comment elle est faite, vous pouvez la toucher, vous pouvez la tourner, et du coup, vous pouvez rétro-ingénierer comment la personne a fait. Pour la méditation, c'est comme il n'y a rien de tangible, c'est dur de rétro-ingénierer. Donc ça demande pour le prof déjà d'avoir une bonne expérience, ensuite d'être habile avec les mots, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis après, pour l'élève, ça demande de prendre les mots et de regarder dans son expérience à quel moment ça va cliquer quand on applique ça. Et peut-être et ça demande de se souvenir, de se reconnecter avec une façon d'être au monde qui est beaucoup plus primordiale que la pensée, qui est la conscience directe. Donc quand on s'assied, pour éviter de trop contrôler, il y a deux choses importantes que j'ai mentionnées, que je vous invite vraiment à continuer d'explorer. La première, c'est le sourire. Très léger sourire. On n'a pas besoin de sourire pour bien méditer, forcément, mais le sourire, c'est vraiment un super petit truc pour calmer nos tendances compulsives à contrôler. Parce que c'est très dur d'être à la fois dans le sourire et dans le contrôle compulsif. Ouais. Et le sourire aussi va aider notre cerveau à se sentir plus en sécurité dans le moment présent, le corps à se détendre, du coup ça crée un cercle virtueux qui fait que la méditation est plus agréable, du coup l'esprit a envie d'être là, l'esprit est là, du coup la concentration ça devient plus agréable, etc. C'est un cercle virtueux qui s'instaure avec ce très très léger sourire. Au début on peut sourire très légèrement avec les lèvres, puis après peut-être avec les yeux, même avec le cerveau. Mais déjà avoir un très très léger sourire avec les lèvres, ça peut beaucoup aider. Et le deuxième truc dont on a parlé, c'est quand on vient de s'asseoir, de juste rien faire pendant 1 minute ou 2. C'est vraiment tout bête, mais ça aide plein de gens. Parce que justement, ça dissocie cette tendance à « non, maintenant je médite, je vais rentrer dans le contrôle ». Et puis après, le reste, c'est vraiment
y aller au feeling, y aller à l'instinct, et observer cette tendance de l'esprit à se contracter, à vouloir contrôler, et apprendre à réouvrir la conscience et à se reconnecter à ce que c'est que la conscience directe, qui passe pas par la pensée et qui est ouverte, qui est légère, qui est dans l'acceptation. On a tous cette capacité-là, on n'est pas câblé vers ça, puisqu'on est câblé vers la survie. Le focus, ça c'est important, ça c'est pas important, il faut bouger par-ci, il faut éviter ça. Mais le chemin vers la plénitude, vers le vrai bonheur, vers la vraie liberté dans le moment présent, c'est le chemin inverse. On dénoue cette tendance de l'esprit, on dénoue la conscience pour être dans plus de légèreté, de liberté, de luminosité dans le moment présent. La luminosité naturelle de la conscience. Pour rebondir peut-être. Vas-y. Ce qui est que nous avons l'habitude de faire des techniques de respiration, nous contrôlons la respiration, la modifions pour faire suivre à la respiration un schéma qui est propice. Et quand on fait cet exercice, on doit un peu accepter que la respiration à ce moment-là n'est pas forcément idéale comme on la connaît théoriquement. Et si on a l'habitude de faire que des techniques de respiration où il y a les contrôles de la respiration, au début ça peut être très compliqué, très difficile. Parce qu'on va dire, ok, bah maintenant je la ralentis un peu, maintenant je la rends un peu plus profonde, maintenant j'ouvre bien les narines. Et en fait, toutes ces corrections qui sont très bien en général, à ces moments-là, il faut laisser faire pour que ça se fasse progressivement, un petit peu tout seul, pas tout. Mais je trouve que c'est dans cette difficulté de ne pas pouvoir expliquer ce qu'est la respiration, comme on peut l'avoir dans les mouvements physiques ou autre chose, il y a quand même un atout incroyable que je pense Bouddha avait compris, c'est que nous avons tous une respiration autonome et que donc par l'observation de quelque chose d'autonome qui est toujours en nous, nous pouvons justement travailler la conscience. Et on n'a pas beaucoup de choses comme ça. On pourrait les faire sous les rythmes cardiaques peut-être, mais c'est pas exactement comme la respiration. Et je trouve que ça répond à la difficulté de la méditation. Et c'est peut-être pour ça que c'est un bon point de départ. Travailler sur l'observation de la respiration. Super. J'ai envie de partager 3 petits points pour rebondir. Le premier, c'est que, si je ne me trompe pas, dans l'Ashtanga Yoga, il y a le pranayama avant samadhi. Ouais. Et effectivement, et puis il y a les asanas avant pranayama. C'est ça? Donc, d'abord la posture, l'exercice physique pour sentir l'air dans son corps. Et ensuite, on peut utiliser des pratiques de pranayama. Même quand on vient de s'asseoir, il y a beaucoup de méditants qui font comme ça. Pour ouvrir un peu les canaux, ouvrir la respiration, qu'on se sente bien. Et après, lâcher tout. Et après, rentrer que dans samadhi. Sama, ça veut dire régulier. Et di, on le garde. Donc, on garde notre attention régulière dans le flow du moment présent. Okay. Donc, un truc qui peut être utile, c'est vraiment de séparer pranayama et samadhi. D'abord faire que pranayama, que exercice de contrôle respiratoire, et ensuite que exercice d'attention. Un deuxième truc, c'est que la qualité de la respiration va s'améliorer naturellement. Le rythme respiratoire va décélérer et avec ça, une activation du système nerveux parasympathique et la détente et la respiration est plus légère, plus profonde, etc. Donc au début, on n'a pas trop l'expérience, donc on n'a pas trop confiance dans ça. Et si on sait que je peux contrôler plus rapidement, peut-être la tendance ça va être à vouloir contrôler rapidement. Mais si on peut s'abandonner ou à faire confiance, comme Eric disait, pleinement lâcher prise et être juste dans la présence à la respiration naturelle, avec le temps, avec l'entraînement, on va se rendre compte qu'il y a aussi une amélioration qui peut se faire de la respiration.
Moi, des fois, par exemple, si je m'allonge sur le dos, que je respire, que je souris, je peux descendre naturellement sans faire d'effort à 2 respirations par minute ou peut-être moins, sans contrôler. Mais après, pour la méditation, c'est peut-être mieux d'être, enfin, c'est pas peut-être, c'est les études scientifiques montrent 5 ou 6, parce qu'on est assez détendu pour être à l'aise et tout ça, mais on reste aussi alerte, c'est important. Il y a une notion d'éveil dans la méditation, puis après des pratiques de discernement aussi, on comprend mieux ce que c'est que la souffrance et le bonheur, on comprend mieux la réalité. Donc ça demande un peu de temps, se familiariser avec le fait que oui, la qualité de la respiration va s'améliorer, même si on ne contrôle pas. Et un troisième truc, tu parlais de la connexion au système nerveux autonome à travers la respiration. Et effectivement, quand on suit la respiration, on a accès à des zones de notre cerveau qui sont plus profondes, auxquelles normalement on n'a pas accès. Et après, c'est ça qui va faire que les contemplations qu'on fait, donc en sanskrit, dhamma, en pali, la langue du Bouddha, dhamma, c'est la vérité libératrice, ça veut dire on observe des caractéristiques de la réalité qui, plus on les intègre, plus elles ont tendance à libérer notre système nerveux et à libérer notre conscience. Donc il y a plusieurs thèmes possibles, mais un c'est le flow, le changement, l'impermanence. Et voir que tout circule, que du coup tout est incertain, imprévisible. Et du coup, il n'y a jamais de contrôle absolu qui peut se faire. Et ça aide dans les Américains, notre control freak, notre fou du contrôle intérieur, à se détendre, parce qu'on se rend compte avec la conscience, plus j'essaye de contrôler, et plus je suis frustré. Parce que le moment présent, c'est juste le moment présent, c'est la réalité. La réalité elle est plus forte que nous. La réalité elle est plus forte que notre intention. Donc ça, c'est l'attitude psychologique saine. Après, quand on est dans l'action, il faut prendre des bonnes décisions et bouger vers un mieux-être pour nous et pour les autres. Ça, c'est le bien-être mondain, mais il y a aussi un bien-être transcendantal, et on a besoin des deux. On a besoin de parler et d'agir vers le mieux-être, et donc ça, c'est dans l'action, mais dans la tête, entre guillemets, ou dans le mental, le contrôle, c'est pas la solution. Le contrôle, c'est le problème. Et du coup, plus on cultive de présence et d'acceptation, moins il y a de résistance aux choses telles qu'elles sont au moment présent, plus on est dans le flow naturel des choses, de la vie, et plus on est heureux. Ouais. Ça rejoint un peu les concepts de Vipassana. Voilà, c'est ça. Donc, Dhamma, en pali, c'est Dhammanupassi, c'est-à-dire contempler la vérité libératrice. C'est une autre expression pour parler de Vipassana. Vipassana, c'est un regard analytique. Le préfixe vi, ça implique un discernement, une discrimination, une dualité. Passe, c'est la vue. Donc, c'est voir les choses avec intelligence. On se rend compte que, bah oui, je peux pas tout contrôler. Voilà. Et ce que le Bouddha a enseigné, puis j'avais fait une vidéo avec Léo sur vraiment les 16 exercices d'Anapanasati, c'est-à-dire de la conscience, de l'inspire et de l'expire, tel qu'enseigné par le Bouddha. Il y a 16 exercices. Il y a une petite vidéo sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés. Mais en gros, c'est ça que le Bouddha, ce qu'il a enseigné, c'est qu'on peut utiliser la respiration comme encre pour l'attention, pour après détendre le corps, générer de la joie, du bonheur dans le moment présent, ouvrir notre esprit aux choses qui sont plus désagréables, les choses avec lesquelles on a de la résistance. Donc, on apprend à se réconcilier
avec les deux parties du moment présent, agréable et désagréable. Et après, on peut aussi se familiariser avec la vérité libératrice, ça veut dire les réalités de l'impermanence et de l'absence de souveraineté, c'est-à-dire de contrôle absolu. Et ça c'est extrêmement thérapeutique. Et c'est des entraînements qu'on peut tous mettre en œuvre. Et à chaque fois, dans tous ces exercices, la respiration naturelle reste l'encre de notre attention. Voilà. Merci pour ces partages. En tout cas, c'est une pratique en quelque sorte passive, dans le sens où il n'y a pas vraiment des choses à faire si c'est juste être. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, en tout cas moi, l'habitude de faire. Parce que mes pratiques sont plutôt des pratiques actives. Et je me rends compte que cette pratique aussi passive d'observation, de connexion au souffle, de la faire comme une petite pause en milieu de journée, par exemple, ou les soirs, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et ça a l'air tellement simple que des fois on se dit, bon, je vais faire autre chose. Mais finalement, dans sa simplicité, elle est très efficace parce que j'observe aussi comment le corps répond. Et après, là-dedans, il y a beaucoup des graduations des couleurs par rapport à la pratique. Par exemple, la qualité de l'attention, qu'aujourd'hui tu as souligné plusieurs fois sur ses caractéristiques, elle est très belle comme réflexion. Parce qu'on peut voir une attention, effectivement, très crispée, ou alors souple, légère, ouverte. En tout cas, c'était beau de voir qu'il y a plein de couleurs aussi à ce type de pratique. Et voilà, donc c'est une pratique que j'aime bien. J'y tenais à les faire ensemble, puis à la partager. Peut-être que... Ouais, moi, j'ai vraiment senti comme une autorégulation de la respiration. Ah, super. Quelque chose qui s'est auto-ajusté, pas parce que je voulais, parce que ça se faisait, quoi. Super. Et il y a effectivement, par rapport quand on décide de faire une pratique ou une technique où on sait par où on va commencer, avec combien de cycles, quelle ampleur, etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment différent et j'ai senti que ça bougeait et que ça se posait tout seul. Super. Ça, c'était vraiment une observation forte pour moi. Une autre, tu es revenu plusieurs fois sur le sourire intérieur, le léger sourire intérieur. Et après, dans le débrief, tu as parlé de luminosité ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai senti juste en bougeant un tout petit peu le coin des lèvres, comme si ça ouvrait un espace à l'intérieur. Ouais. C'est très fin, hein. Voilà. C'est très fin et en même temps, c'est comme si ça m'avait ramené dans une présence et un peu moins dans un voyage. Voilà. Tu vois, un truc un peu qui part, qui peut être bien, mais je vais enlever le mais, et en même temps qui est peut-être moins là. Ancré. Voilà. Présent. Et donc le sourire, ça, ok, je suis là, quoi. Super. J'avais un troisième point. Vas-y. C'est quand tu guides, tu faisais des mouvements aussi des fois. Je me posais la question de la posture. Est-ce que c'est ok des fois de pouvoir bouger s'il y a un mouvement ou l'invitation c'est vraiment l'immobilité? Super. Ok, j'ai envie de parler de deux petits trucs. Le premier, c'est ce passage vers le parasympathique qui se fait naturellement avec la qualité de la respiration. Et l'autre, c'est la différence entre pratique formelle et informelle avec le mouvement. Donc il y a plusieurs... C'est bien, je pense, un petit peu, pour moi en tout cas, des gens comme moi qui ont cette soif de comprendre aussi pourquoi on fait les choses, comment ça marche, et puis après pour pouvoir optimiser les résultats, parce qu'on passe du temps et on met notre énergie dans une chose, c'est aussi pour des résultats. C'est une pratique de bien-être, il faut tendre vers le bien-être. Et de temps en temps vérifier est-ce que ça m'aide ou pas. Sinon, il faut corriger. Donc pour mieux comprendre cette détente qui se fait, déjà on est dans un lieu sûr. Méditer, c'est mieux dans un lieu calme, tranquille. Soit dans la nature ou soit dans une pièce où il n'y a pas trop de monde,
voire tout seul, ou alors peut-être, surtout au début quand on commence, c'est encore plus encourageant, méditer avec d'autres personnes, ça crée une énergie. Donc on est dans un lieu sûr. Il n'y a pas de son très fort, il n'y a pas de grand changement brusque. Il n'y a personne qui va sauter, il n'y a pas un cri, quelqu'un qui va crier. Et du coup, notre mode de survie, le sympathique, il n'est pas triggered, il n'est pas activé. Donc ça aide. Ensuite, la position assise, c'est vrai c'est la position préférée parce que on est éveillé, on est dans la présence, mais en même temps on n'est pas en mouvement. Tandis que des fois on marche, c'est plus facile d'être captivé par les objets et d'être un peu agité. Et que si on est que allongé, ça peut être plus facile de s'endormir. Donc c'est pour ça la position assise est vraiment très spéciale dans la méditation. Ça ne veut pas du tout dire que c'est la seule posture correcte. On peut méditer dans toutes les postures, mais ça reste celle où, par exemple, moi personnellement, où je peux aller plus en profondeur. Donc ça c'est la pratique formelle, je vais y revenir. Donc on a l'environnement calme, on a la posture, et puis on a l'entraînement à l'attention. Parce que naturellement, encore une fois, notre attention elle part vers le passé, futur, projection, imagination, soucis. Et quand on entre, et tout ça, c'est comme un feu, toutes ces pensées, c'est comme un feu qui brûle notre paix intérieure. Et si ces pensées compulsives, c'est un feu, et ben leur combustible, c'est l'attention. Et du coup, quand on redirige l'attention vers les sensations de la respiration naturelle, on les prive de leur bois, on les prive de leur combustible, et c'est une façon non violente d'apaiser ce feu mental. Maintenant, on n'est que avec les respirations. Respiration, respiration, respiration. Donc tout ça, ça aide aussi à effectuer ce passage du sympathique au parasympathique. Et après, c'est ce qui est aussi magique, c'est que quand on est avec la respiration, on peut se rendre compte quand on garde des tensions inutiles dans la respiration et l'autoriser à se détendre, et d'elle-même, elle va se réguler, d'elle-même, on va rentrer dans le parasympathique. Donc ça, c'est pour intégrer quelles sont les raisons principales, en tout cas selon moi, qui font que ça marche, même si on contrôle pas, il y a une vraie amélioration de la qualité de la respiration qui s'opère. Ce que je vous invite à faire, puis peut-être ceux qui nous regardent, si c'est une pratique qui vous intéresse d'explorer, c'est d'instaurer une toute petite habitude de pratique formelle mais quotidienne. Une fois, j'ai fait un défi, un groupe d'amis, j'aurais dit, voilà, le défi, c'est vous promettez à vous-même, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire 1 minute de respiration consciente par jour, de façon formelle, juste ça, pas en combinant d'autres choses. Ça peut être au réveil allongé, ça peut être en s'asseyant sur un coussin, mais juste 1 minute par jour. Et ça, c'est le truc pour instaurer une habitude et après faire que la sauce prend et fait boule de neige. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vise trop haut. Je vais faire 30 minutes 2 fois par jour. Et comme les résolutions du nouvel an, au bout d'une semaine ou deux, ça s'écroule et puis on n'a plus rien. Et moi, ce que je vois en moi, puis les retours que j'ai chez mes amis, c'est qu'il y a aussi notre ego qui dit non, 1 minute c'est trop, c'est trop peu, c'est pour les nuls. Et ce que je dis un peu pour rigoler, c'est si vous avez un surplus de motivation un jour, mettez-le à la banque parce que vous en aurez bientôt besoin. Voilà. Donc vraiment, viser les toutes petites habitudes de pratique formelles. Formelle, ça veut dire qu'on fait que ça. On s'assied et on fait que ça. Ou on s'allonge et on fait que ça. Et une fois qu'on a cette petite pratique formelle quotidienne, les réseaux neuronaux se font, ça devient plus accessible, plus facile. Et après,
on peut l'appliquer dans la vie quotidienne. Quand on bouge, quand on marche d'un lieu à l'autre, on peut aussi suivre la respi, être conscient des sensations, des pas, quand on fait la vaisselle, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est exactement comme dans les techniques de respiration simples. D'abord, on les apprend en étant assis, en faisant que ça, et puis on les applique dans notre vie en faisant plein d'autres choses. Et c'est là où la magie opère, c'est quand en fait on le vit au quotidien. Mais c'est vrai que d'abord, il faut quand même commencer avec une pratique formelle. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Merci à tous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis aux personnes qui nous regardent aussi,